Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Donc une vidéo aujourd'hui vraiment pratico-pratique à destination en priorité des touristes qui viennent visiter la France. Je vous ai mis une sélection de phrases utiles pour votre séjour avec donc la phrase en anglais et la traduction en français. Bien sûr, je vais lire surtout la phrase en français afin que vous soyez à l'aise avec la prononciation. En effet, il y a beaucoup de personnes qui essaient d'apprendre le français pour préparer leur voyage, mais parfois on a juste envie de connaître en fait des phrases utiles pour, comme on dit, se débrouiller. Donc j'ai décidé de vous proposer cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous appréciez ce genre de contenu, comme ça je pourrais en faire davantage. Et puis, comme je vous ai dit, ça fait un petit peu de temps que je n'étais pas sur YouTube parce que j'avais envie aussi de réfléchir à quel contenu j'allais vous proposer. Nous allons bientôt reprendre la série Trouver l'amour à Paris, donc je vous mets la miniature ici. Je vous invite vraiment à découvrir cette série qui vous permet d'apprendre le français avec des exercices. Et il y a également les corrigés, et puis vous pouvez également écouter l'histoire. Et aujourd'hui, j'avais quand même envie de débuter par une vidéo qui fait partie de ce que l'on trouve également sur ma chaîne, des phrases utiles. Alors, vous avez des phrases utiles au travail et des phrases utiles pour socialiser. Je vous mets les références de ces vidéos. Mais pour le moment, nous allons nous concentrer sur les phrases utiles en tant que visiteur. Comment demander par exemple son chemin, comment poser des questions sur un ingrédient, sur un aliment, comment saluer quelqu'un pour engager la conversation et comment également prendre congé ou également comment poser des questions pour tout simplement vivre au mieux son séjour sans être gêné. Vous allez avoir un sommaire dans le sommaire vous allez avoir, j'ai également mis des phrases utiles pour les transports parce que c'est très important de comprendre comment acheter un ticket de train. Donc également j'avais fait quelque chose sur les transports. Je vous mets également toutes les références des vidéos de notre chaîne sur le sujet. Mais ici, on est vraiment donc voilà sur une sorte de kit de survie. Voilà, si vous prévoyez de venir en France, je vous ai préparé un petit kit de survie de phrases utiles. Et pour les abonnés de la chaîne FrenchDiscoveries.fr, bien sûr, donc la chaîne du site internet, pardon, pour les abonnés du site internet de FrenchDiscoveries.fr, vous aurez bien sûr un PDF avec ces phrases utiles afin de pouvoir les imprimer et d'avoir donc une version papier. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie également de votre intérêt pour cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour connaître nos prochaines vidéos, également à liker la vidéo parce que ça aide beaucoup pour se faire connaître. Et puis écoutez, si vous venez en France, bon séjour en France, voilà, bienvenue. Et puis si vous êtes français et que vous regardez cette vidéo, il y a des phrases en anglais, donc ça vous permet également, si vous travaillez dans le domaine du tourisme, d'avoir les équivalences entre le français et l'anglais. Je vous remercie beaucoup de votre intérêt encore une fois et allons-y, nous commençons dès à présent notre travail, notre découverte sur les phrases utiles lorsque l'on visite la France. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée Préparez votre voyage en France, des phrases simples et utiles en français. Je suis sûre que la majorité connaissent déjà ces phrases, mais là c'est vraiment à destination des débutants et des personnes qui ne sont pas à l'aise ou qui voudraient avoir confirmation. Donc on va voir quelques phrases que vous avez certainement déjà entendues. L'intérêt aussi de cette vidéo, c'est la prononciation. Merci beaucoup, nous allons commencer. Ce que vous voyez écrit sur cette vidéo intitulée Bonjour, apprenez des phrases simples en français, voici une sélection de phrases qui vont constituer des aides pour construire vos phrases en français.
Dans certaines diapositives, si vous avez le PDF, il vous sera demandé de faire des exercices sur l'accord de l'adjectif, sur le sujet, le verbe, le complément. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont également abonnées sur le site internet et qui donc ont accès à des exercices complémentaires sous forme de PDF. Néanmoins, pour tout le monde, si vous regardez cette vidéo actuellement, l'idée c'est de ne pas mettre toutes les phrases, mais aussi d'interpeller votre créativité. Vous voyez un petit peu comment les questions vont être formulées, vous voyez un petit peu la syntaxe de la phrase. Donc c'est aussi à vous de tenter l'importance du vocabulaire. Donc c'est parti, nous allons explorer le français et découvrir des phrases qui peuvent nous aider, un véritable kit de survie. Au sujet des phrases, je précise également qu'à partir de ces phrases traduites en anglais, j'ai eu une interruption, excusez-moi. Donc à partir de ces phrases traduites en anglais, observez bien la structure de la phrase française, gardez à l'esprit qu'il n'y a pas d'équivalence entre le français et l'anglais. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? On traduit bien sûr les phrases de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais, mais il faut arrêter avec la traduction littérale. Il y a des fois où en fait il faut traduire le sens et non pas chercher exactement le mot précis. Les phrases sont donc traduites pour votre confort et pour développer votre confiance en vous, mais gardez à l'esprit que le français n'est pas l'anglais et l'anglais n'est pas le français. C'est très important. Je vois beaucoup de gens qui apprennent le français en fonction de l'anglais, qui essaient d'appliquer les règles de l'anglais à la langue française. Chaque langue est différente. Quand vous serez plus avancé dans votre apprentissage, vous étudierez les subtilités. Ici, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une sorte de kit de survie pour votre voyage en France. Donc écoutez bien la prononciation, mémorisez bien les mots et ensuite pour rentrer dans les subtilités dont j'ai commencé à vous parler, ça sera pour plus tard. On commence par la base, saluer quelqu'un. Donc en anglais, vous avez hello, hi, qu'on va traduire en français par bonjour, salut. C'est vrai que même quand vous arrivez dans un magasin ou même si vous avez une question urgente, c'est toujours bien de dire bonjour à la personne. Il y a certaines personnes qui vont vous le rappeler si vous n'avez pas dit bonjour. Donc commencez toujours par dire bonjour. Salut, c'est vraiment pour les personnes que vous connaissez bien, les amis ou lorsqu'on est jeune. Mais pensez bien à dire bonjour, c'est le principal. Également une chose que j'ai pas mis dans les diapositives mais sur lequel je voulais insister, arrêtez de dire et toi, tu à tout le monde, des gens que vous ne connaissez pas. En français, tant qu'on n'a pas l'autorisation, c'est mieux de vous voyer, bonjour, comment allez-vous et non pas comment vas-tu. On n'est pas amis, on ne se connaît pas forcément lorsque vous venez faire vos achats dans un supermarché ou lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Ensuite, bien sûr, les choses vont être plus sympathiques. Ensuite, vous allez pouvoir créer des liens. Et à ce moment-là, bien sûr que l'on peut dire tu, mais il y a des personnes, des connaissances et des situations avec lesquelles on ne va jamais dire tu. C'est normal, on doit montrer aussi le respect. Donc, s'il vous plaît, essayez de ne pas calquer l'anglais pour parler français. Les deux langues n'ont strictement rien à voir. Alors, je fais partie des professeurs qui insistent bien. Les deux langues n'ont rien à voir. Donc il ne faut vraiment pas faire des passerelles, on en a besoin, mais n'apprenez pas le français avec les règles de l'anglais. Et pareil, au niveau culturel, au niveau vision du monde, les choses sont différentes et heureusement nous sommes tous différents. Donc pensez bien à ça et on continue nos salutations. Alors nous continuons notre enregistrement. C'est toujours très drôle lorsque je prépare une vidéo, il n'y a pas un bruit et quand j'enregistre, il y a énormément de bruit. J'espère que vous m'entendez bien. Donc pour continuer les salutations, le matin, c'est vrai qu'on va dire bonjour et on peut dire également bon après-midi si vous saluez quelqu'un après l'heure du déjeuner.
Et vous pouvez dire bonne soirée si on est plutôt à un horaire tardif de la journée. On va voir que bonne soirée, ce n'est pas bonne nuit. Bonne nuit, c'est quand on va se coucher. Et j'ai eu une question, des personnes m'ont demandé, est-ce qu'on doit dire bonjour jusqu'à 4 heures et ensuite on doit dire bonsoir, enfin ce genre de questions. Lorsque vous arrivez dans un magasin, que vous dites bonjour ou bonsoir s'il est 17h ou 18h, les gens ne vont pas se formaliser. Ce qui les intéresse, c'est que par votre bonjour et par votre salutation, vous leur montriez une certaine politesse, une certaine reconnaissance. Donc c'est vrai que normalement, à partir de 18h, moi je vais avoir tendance à dire bonsoir, mais bonne soirée, c'est plutôt à partir, pour moi en tout cas, de 20h, 21h. Et voilà, quand on va partir un peu plus tard, mais on peut dire également bonsoir. C'est pas du tout formalisé. Je dis souvent à mes élèves, regardez un peu votre entourage français avec qui vous allez passer du temps si vous avez l'occasion, et copiez en fait les usages. Mais enfin, si vous dites bonjour à 17h, ce n'est pas grave, voilà. Alors, bon après-midi, pensez bien à faire la liaison, ne dites bon après-midi, non, bon après-midi, on fait la liaison, et puis voilà, c'est tout ce que je peux dire pour cette diapositive. En plus, c'est des mots que vous connaissez, je voulais juste revenir sur ce point. Vraiment, soyez à l'aise, si vous dites bonjour à 18h, aucun souci, voilà. Alors voici justement le fameux bonne nuit qu'on va dire pour se souhaiter un bon sommeil, une bonne nuit. Donc ça, effectivement, si vous êtes avec des amis et que chacun ensuite va dans sa chambre pour dormir, effectivement, on va dire bonne nuit, voilà. Alors, à plus tard, à tout de suite, c'est des expressions sympathiques à utiliser. À plus tard, c'est-à-dire on va se revoir, par exemple, vous êtes avec des amis et vous décidez de repasser par votre hôtel pour vous reposer et vous allez vous retrouver d'ici 2 heures, 3 heures, donc dans très peu de temps, mais quand même le temps de vous laisser le temps de prendre une douche, de vous poser à l'hôtel, de vous reposer. Vous allez donc les retrouver plus tard dans la soirée, donc au moment de partir, vous dites à plus tard. Ça sous-entend que bien sûr, on va se retrouver plus tard dans la journée. En même temps, du même concept, dans le même ordre d'idées, vous avez à tout de suite. Alors ici, le temps de séparation sera beaucoup plus court. Par exemple, vous avez besoin de repasser à votre hôtel pour déposer votre valise et ensuite vous retrouvez vos amis dans moins d'1 heure ou dans maximum 2 heures. Enfin, le temps est très court entre le fait de vous séparer temporairement pour aller poser vos affaires et ensuite rejoindre le groupe. Là, vous dites à tout de suite. C'est même des fois utilisé pour des questions de minutes. À tout de suite, je passe juste dans ma chambre, poser mon sac et j'arrive tout de suite. Donc, à tout de suite. Voilà, tout simplement. À bientôt, à demain. Donc quand on dit à bientôt ou à demain, c'est qu'on sait quand on va retrouver la personne ou le groupe. Donc à bientôt, c'est dans quelques jours et on sait qu'on va se revoir. On n'a peut-être pas exactement l'heure et le jour du rendez-vous, mais c'est dans ce qu'on appelle un laps de temps très court. Donc on dit à bientôt. On va également utiliser à demain si par exemple on sait que l'on va se voir demain, eh bien on dit tout simplement à demain. À bientôt aussi, on peut l'utiliser quand on a nos habitudes. Par exemple, si vous allez toujours dans la même boulangerie et même si pendant quelques jours vous n'allez pas acheter du pain, et si vous avez noué des liens avec la boulangère par exemple, c'est fréquent de dire au revoir, à bientôt. Donc vraiment cette idée, donc à bientôt, là je dis saluer, c'est aussi les formules de départ. Donc en fait on va prévenir les personnes qu'on pense se revoir assez rapidement. Et puis à demain, c'est très précis, on se revoit demain.
Alors là, on est vraiment dans tout ce qui va être très précis. Si on sait qu'on va se revoir lundi, par exemple, vous travaillez dans une entreprise, c'est le week-end, nous sommes vendredi soir, ou alors vous partez en repos, en congé, et vous savez que vous revenez lundi, eh bien vous allez dire à lundi. Alors vous allez personnaliser. Si vous êtes en vacances plus longuement et que vous allez revenir mercredi, vous direz à mercredi. Et vous pouvez également dire à la prochaine. Alors, à la prochaine, là, c'est beaucoup plus flou. C'est-à-dire, on va se revoir, c'est sûr et certain, mais pour le moment, on n'a pas encore le jour exact. Mais on a, par exemple, des rendez-vous assez réguliers avec la personne. Alors, vous allez me dire pourquoi on ne dit pas à bientôt. En fait, c'est assez proche, c'est synonyme, sachant qu'à la prochaine, j'ai envie de dire, c'est un petit peu plus familier, un petit peu plus utilisé avec des amis dont on est très proche, mais on peut dire aussi à bientôt. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est assez fluide. Moi, je vous donne des expressions pour, avec les... Vous voyez, en anglais, il y a plusieurs mots différents. En français aussi. Après, on va les utiliser dans un contexte social. Par exemple, si vous avez des cours avec un coach sportif, à la prochaine, sous-entendu à la prochaine séance. Vous avez des cours de français avec un professeur, à la prochaine, sous-entendu rendez-vous à la prochaine leçon. Alors maintenant, on va parler de la politesse. Généralement, les personnes sont assez polies. Donc, lorsqu'on demande quelque chose, s'il vous plaît. Lorsqu'on remercie, on va dire merci. Si vraiment on a été très satisfait, on peut dire également merci beaucoup. Et vous avez l'équivalent, c'est-à-dire quand vous dites merci, des fois les personnes vous répondent de rien. Donc en anglais, on pourrait traduire ça par you're welcome, mais vous savez, dans le nord de la France, plutôt que de rien, on entend beaucoup je vous en prie. Ou des fois on entend même s'il vous plaît, donc, qui est dans un autre sens qu'une demande. En fait, par exemple, on vous rend la monnaie dans une boulangerie et la boulangère va vous dire s'il vous plaît. Donc, vous voyez, ce sont des formules de politesse. Donc, par exemple, dans le cas que je vous ai cité, c'est tenez, donc elle vous rend votre monnaie et elle vous remercie. Mais ici, je vous ai mis les choses les plus fréquentes, donc s'il vous plaît lorsqu'on demande quelque chose, merci quand on remercie, merci beaucoup quand on est très content et qu'on remercie chaleureusement, et de rien. Donc, quand quelqu'un vous remercie et que vous voulez lui dire, il vous dit merci et vous répondez de rien. Voilà, de rien, c'est tout naturel. Alors à présent, nous allons voir quelques phrases utiles dans les transports, mais ça sera très léger parce que je vous ai mis le lien vers une vidéo sur le vocabulaire et les phrases utiles pour les transports. C'est une vidéo qui fait presque 25 minutes, donc je ne vais pas trop me répéter et je vous invite à aller la voir. Pour avoir le lien dans la description de cette vidéo, j'ai également mis le lien. Donc ici, je vais compléter et surtout, je vais utiliser cette partie afin de préparer la partie exercice. Vous savez qu'on a souvent des exercices dans mes vidéos et donc à un moment il y aura une partie où il faudra vérifier que vous avez mémorisé ce qu'on a vu. Donc je vais présenter quelques phrases afin de vous faire participer, c'est-à-dire afin de vous faire mémoriser. Mais l'ensemble du vocabulaire et des phrases utiles pour les transports, vous les retrouvez sur la chaîne dans cette vidéo. Donc on commence tout de suite. Pour cette première phrase utile dans les transports, vous allez dire j'ai choisi un avion. Comme je vous ai dit, les transports les plus classiques, c'est dans la vidéo précédente que j'ai faite, vocabulaire et phrases utiles dans les transports. Mais j'ai eu un élève qui m'a demandé comment on demandait le prix d'un voyage en avion. Donc combien coûte un voyage en avion? Cette structure combien coûte et ensuite vous mettez le complément, c'est une structure basique, mémorisez-la. Si c'était un sac qu'on achetait, on dirait combien coûte ce sac, combien coûte un trajet de Paris vers Lille, combien coûte un trajet de Paris vers Brest, combien coûte un trajet Paris-Marseille. Donc ici, on pose la question combien coûte et ensuite vous mettez le complément combien coûte un voyage en avion. Alors par rapport au train, bon, je vous ai dit d'aller voir sur l'autre vidéo, néanmoins on dira un trajet.
combien coûte un trajet en train, combien coûte un voyage. Alors un voyage en bateau, un voyage en avion, mais on peut aussi dire trajet pour avion. Mais là, je vous ai dit la phrase la plus simple à prononcer et que vous pouvez mémoriser. Pour ceux qui prendront donc l'avion, des fois on ne sait pas comment demander une fenêtre côté hublot. Donc voici la phrase: je voudrais réserver un siège côté hublot s'il vous plaît. Je vous renvoie encore vers la vidéo dont je vous ai parlé par rapport aux phrases utiles. Lorsque vous êtes dans le train, c'est un siège côté fenêtre. Voilà, là je parle de l'avion, donc c'est hublot. Donc, et pour le train, c'est côté fenêtre. Donc je voudrais réserver un siège côté hublot, s'il vous plaît. Alors ici, vous avez encore une phrase spécifique. Quel est le numéro de porte d'embarquement? Pourquoi j'ai choisi cette phrase? C'est parce qu'il y a notamment le son en, et j'ai beaucoup d'élèves qui ont du mal à prononcer le son en. Donc quel est le numéro de porte d'embarquement? Entraînez-vous si vous avez du mal à prononcer ce son. Alors encore une fois, comme je vous l'ai dit, les phrases utiles et le vocabulaire dans les transports, vous le trouvez principalement dans la vidéo dédiée dont je vous ai mis les références en description et puis en début de chapitre. Alors ici un grand classique, où est la gare s'il vous plaît? Donc en fait on cherche où trouver la gare, et vous voyez on emploie le pronom donc interrogatif où pour la localisation, et ensuite on va donc utiliser le verbe être. La même chose pour où est la gare routière. Alors qu'est-ce qu'une gare routière? Eh bien vous savez que certaines destinations ne sont plus desservies par des trains ou ne l'ont jamais été. Et puis vous avez aussi des gens qui choisissent pour des raisons d'économie de voyager plutôt en bus, et donc souvent c'est à côté des gares, donc les gares avec les trains, donc les gares classiques, mais vous avez quand même de plus en plus de gares routières qui peuvent être un petit peu plus excentrées, il faut marcher un petit peu, même si généralement, oui quand même. En France en tout cas, c'est à proximité. Donc n'hésitez pas à demander, à bien préciser la gare routière, routière étant un adjectif qualificatif féminin, parce que la gare est féminin, et vous savez qu'en français on fait l'accord de l'adjectif, donc l'adjectif qui est donc le nom étant féminin, l'adjectif est donc féminin. Donc prononcez bien routière, et j'en profite, lorsque c'est au masculin c'est routier, pas routière. Donc routière là c'est parce que nous sommes sur quelque chose de féminin. Donc voilà, je vous laisse regarder encore un petit peu cette vidéo. Et j'en profite également, puisque là on parle de l'adjectif, une bonne chose aussi à faire lorsque vous préparez un séjour, c'est de vérifier un petit peu comment vous prononcez les choses, parce que des fois quand on confond le masculin et le féminin, ou quand on prononce des « et » alors qu'il ne faut pas prononcer des « et », le son « est », j'entends, les gens peuvent croire que vous parlez au passé et pas du tout. Donc ça c'est autre chose. Maintenant allons sur solliciter de l'aide. Alors on peut tous être amenés à un moment pendant son séjour à demander de l'aide, parce que ou on est perdu ou on a un gros souci. Donc bien sûr ce sont des phrases utiles que vous pouvez utiliser dans différentes situations. On va aller dans des situations des fois complètement banales, comme demander où se situent les toilettes, à au contraire expliquer qu'on ne comprend rien et qu'on aurait vraiment besoin d'avoir plus d'explications. Vous voyez ici, donc on a un petit personnage qui n'est pas forcément très à l'aise, donc regardez la manière dont il demande de l'aide. Pouvez-vous m'aider? Donc on met d'abord le verbe, après le sujet et ensuite le reste de la phrase. Donc ici c'est une inversion sujet-verbe. Alors si vous dites est-ce que vous pouvez m'aider, bien sûr que les gens vont comprendre, mais c'est beaucoup plus naturel et plus court de dire
pouvez-vous m'aider? On est dans un monde où avoir l'attention des gens est un peu difficile, donc une phrase courte, claire et précise. Pouvez-vous m'aider? Vous voyez, c'est quelque chose même pour vous de facile à mémoriser et les gens vont tout de suite comprendre que vous avez besoin d'aide. Tandis que est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît? C'est un peu long. Voilà. Donc, en cas d'urgence, vous remercierez les gens plus tard. Voilà, vous pouvez toujours dire, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît, bien sûr. Mais retenez la manière de poser les questions. D'abord le verbe, ensuite le sujet. Et certains élèves m'ont demandé pourquoi il y avait un trait d'union. Je ferai une leçon à part parce qu'ici on est vraiment sur du pratico-pratique, pour vous apprendre à faire des phrases simples, mais c'est vrai que généralement il faut mettre ce trait d'union lorsqu'on écrit, lorsqu'on parle bien sûr on s'en rend pas compte, et certains logiciels d'intelligence artificielle veulent le supprimer. Certains élèves me disent, on me dit que c'est faux. Je pense que ça mérite vraiment de s'appesantir et j'aimerais pas tout mélanger par rapport à cette vidéo. En tout cas, retenez principalement quand on pose une question, d'abord le verbe, après le sujet, ensuite le complément, et parfois on a un petit mot interrogatif, comme tout à l'heure, on demandait où est la gare routière. Ici, on a donc un verbe pronominal, m'aider, donc pas un verbe pronominal, excusez-moi, j'ai beaucoup parlé, j'ai donné beaucoup de cours hier, donc c'est plutôt, c'est réflexif, hein, c'est vous qui souhaitez être aidé, donc pouvez-vous m'aider? On demande un service, là encore je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Je sais qu'il y a des gens qui cherchent la petite bête et qui veulent des détails grammaticaux, là retenez au niveau grammatical, la chose sur laquelle j'aimerais vraiment que vous soyez concentrés, c'est, vous voyez comme ici, puis-je vous aider, c'est-à-dire le verbe d'abord, le sujet après, et ensuite on a le reste de la phrase. Donc puis-je vous aider? Puis-je qui est également quelque chose que vous pouvez utiliser lorsque vous demandez par exemple la carte au restaurant. Puis-je avoir la carte? Puis-je avoir le menu? Puis-je payer? Puis-je vous demander un service? Vous voyez, ce sont des structures de phrases très classiques, faciles à mémoriser. Donc si vous préparez votre voyage en France et que vous voulez vous sentir plus à l'aise, eh bien je vous invite fortement à mémoriser ces structures. Alors puis-je, c'est bien sûr un mode particulier que vont étudier les personnes qui sont beaucoup plus avancées, mais on en a besoin tout de suite. Voilà, donc mémorisez ça. Alors, je ne comprends pas, ça c'est quelque chose que l'on dit souvent. Et voyez, la structure de la négation, il y a bien deux éléments, ne, pas, et au milieu il y a le verbe. Je vois beaucoup de gens qui disent je comprends pas, parce que effectivement c'est ce qu'on leur apprend dans certains logiciels avec l'intelligence artificielle, et en fait si je parle correctement le français, si je fais correctement la négation, c'est je ne comprends pas. Il y a d'autres éléments de négation comme plus, on peut dire également je n'ai jamais visité Paris ou ce genre de choses, mais ça c'est dans une leçon pour exprimer la négation. Ici retenez la structure, je ne comprends pas, vous mettez le verbe au milieu et pensez bien à faire l'élision. Si par exemple on vous propose de goûter quelque chose et que vous voulez dire je n'aime pas, ne dites pas je ne aime pas, dites je n'aime pas, et là je vous renvoie vers notre vidéo sur l'élision. En tout cas, je ne comprends pas, n'hésitez pas à le dire parce que c'est important d'oser être vous-même, et si quelqu'un parle trop vite ou vous n'avez rien compris, eh bien je ne comprends pas, et d'ailleurs on va voir des phrases également pour demander de parler plus doucement ou de répéter. Alors là, une question vraiment classique qui nous intéresse tous quand on est en voyage, où sont les toilettes? Ça me permet de vous parler d'une expression que j'ai pas mise sur la diapositive, mais des fois vous allez entendre des gens qui vont dire où se trouvent les toilettes, ou alors on va vous répondre les toilettes se trouvent au 2e étage. Beaucoup de personnes qui font la traduction mot par mot se disent mais qu'est-ce que ça veut dire se trouve? Elles confondent avec le verbe trouver. En fait ça veut dire les toilettes
toilettes sont au 2e étage. Et où se trouvent les toilettes, ça veut dire tout simplement où sont les toilettes. Je vous ai mis cette phrase, je pense que c'est quelque chose d'utile à connaître si vous ne parlez pas du tout un mot de français. Certaines personnes sur la chaîne parlent mieux que d'autres. Donc, si vous êtes débutant, cette phrase qui est très utile dans la vie de tous les jours, en fait, mémorisez-la. Donc on a où qui est pour avoir des informations sur la localisation, le verbe être au pluriel parce que les toilettes sont au pluriel, donc le verbe s'accorde avec le sujet, et les toilettes donc qui sont au pluriel en français. Donc où sont les toilettes ou où se trouvent les toilettes, ça c'est quelque chose que vous allez entendre, et puis les personnes vont vous dire les toilettes sont au 2e étage ou les toilettes se trouvent au 2e étage. Alors ici, toujours une phrase classique, pouvez-vous répéter s'il vous plaît? C'est vrai que des fois, les gens parlent un petit peu vite, c'est normal, ils sont en mode naturel. Donc n'hésitez pas, si vous ne comprenez pas, à demander que les personnes répètent. Donc pouvez-vous répéter s'il vous plaît? C'est une phrase à mémoriser pour votre voyage en France. Et on retient bien la structure de la question. D'abord le verbe, après le sujet et ensuite le reste de la phrase. Donc on avait déjà vu avec pouvez-vous m'aider, voyez, pouvez-vous répéter s'il vous plaît, et on va pouvoir le personnaliser avec des phrases comme pouvez-vous parler plus lentement, et également pouvez-vous m'apporter l'addition, vous voyez. Donc ça c'est quelque chose, je pense, de très utile pour votre voyage. Je suis consciente que sur cette chaîne, il y a des gens qui parlent très bien le français, mais il y a aussi des gens qui débutent et qui vont donc partir en voyage en France. Donc mémorisez bien ces structures, et de toute façon, une bonne question avec inversion sujet-verbe, c'est très clair, c'est identifié comme étant une question, donc n'hésitez pas. Un autre grand classique, c'est pouvez-vous parler plus lentement s'il vous plaît? Alors encore une fois, il y a le son en qui n'est pas évident pour certaines nationalités. Certaines personnes ont du mal à prononcer ce son parce qu'elles n'ont pas les sons nasales comme en, on, un. On a l'impression que tout le monde est capable de dire tous les sons, mais non, il faut, comme dans n'importe quelle langue, apprendre. Donc si vous préparez votre voyage, lentement. Donc pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? N'hésitez pas, pendant votre voyage, à demander à ce que les gens parlent moins vite. Lorsque l'on est en langage naturel, on parle rapidement. Moi-même, je parle rapidement. C'est pourquoi ensuite, je corrige les sous-titres quelques jours après la sortie de la vidéo, parce que certaines personnes ont besoin de prendre leur temps pour comprendre et aussi pour s'exprimer, principalement quand elles sont débutantes. Donc ici, retenez la forme de la question. On met d'abord le verbe, ensuite le sujet et le reste de la phrase. Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Alors une phrase également vraiment classique, parlez-vous anglais? On peut dire aussi parlez-vous français? C'est en fait une phrase dans laquelle, vous voyez, on va mettre d'abord le sujet et ensuite le verbe et ensuite le complément. Et vous voyez ici, j'ai eu beau corriger la diapositive plusieurs fois, lorsque je l'ai sortie, on ne met pas le trait d'union. Donc c'est quelque chose que vous voyez beaucoup lorsque vous apprenez le français. Je vais donc faire, là je l'ai laissé exprès parce que je sais que certains élèves sont familiers avec ça, mais moi je mets toujours un tiret normalement lorsque j'écris parlez-vous anglais. Un tiret, donc c'est le trait entre parler et vous. Ça tend à disparaître et même en étant vigilante, là j'ai vu, vous voyez que ça n'était pas. Donc je le laisse exprès parce que j'ai essayé de le corriger plusieurs fois. Et ça va être intéressant pour moi d'en parler dans une prochaine vidéo. En tout cas, retenez bien, on met donc le verbe et ensuite le sujet. Parlez-vous et ensuite anglais, parlez-vous chinois, parlez-vous espagnol, parlez-vous portugais. Vous personnalisez. Pensez bien, et plutôt que dire est-ce que vous parlez anglais, parlez-vous anglais. C'est plus direct, c'est plus court et comme ça, les gens peuvent vous répondre oui ou non et vous êtes fixé.
Alors un grand classique, hein, c'est quand on demande l'heure, notamment quand on doit faire des visites ou qu'on a un train de prévu. Quelle heure est-il? Et on a en langage plutôt familier, il est quelle heure? Moi je préfère bien sûr la première phrase, quelle heure est-il? Donc là vous voyez on a retrouvé notre trait d'union entre est-il, en plus qui nous indique qu'il faut faire une liaison, on ne dit pas quelle heure est-il, hein. Et beaucoup de personnes me disent mais oui, heure c'est féminin, donc le pronom interrogatif quelle est féminin, alors pourquoi on ne dit pas quelle heure est-elle et pourquoi on dit quelle heure est-il? Alors ici je ne vais pas rentrer dans trop de détails et répondre à cette question, mais parce que j'aimerais vraiment préparer des explications. Comme je vous ai dit, c'est des phrases de kit de survie. Donc ici, retenez surtout quelle heure est-il, et d'ailleurs on dit il est 3 heures. Donc on fait une inversion verbe-sujet. Je vous donne quand même quelques clés pour pas vous laisser frustrer de ne pas avoir la réponse. Mais regardez, lorsqu'on donne l'heure, on dit il est 3 heures, il est 4 heures. Et ici, je fais une inversion verbe-sujet. Donc pour moi, il est complètement logique que j'inverse donc et il, donc il est dans est-il, et ensuite je pose une question spécifique puisque je veux savoir exactement quelle heure il est, donc on dit quelle heure est-il. Mais c'est vrai que c'est une bonne question et je vais essayer de trouver d'autres phrases un peu de ce type, en tout cas pour vous qui préparez un séjour, hein, c'est l'objectif de notre vidéo, pour vous qui préparez un séjour, eh bien retenez cette formule. Quelle heure est-il? Et sachez qu'on va vous répondre, il est 15 heures, il est 16 heures, parce que les Français, à partir de midi, ils disent 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures, et ensuite on dit minuit. Et ensuite on va dire 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin, etc. Ensuite, donc retenez bien qu'on va dire il est 15 heures, donc là j'ai fait une inversion verbe-sujet, donc la phrase quelle heure est-il, et faites bien la liaison, hein. Quelle heure est-il, ne dites pas quelle heure est-il, d'accord, quelle heure est-il. Alors si vous êtes en vacances, c'est pour explorer, et quand on explore, on a forcément des questions, des questionnements, parce que en fait on est perdu, on ne sait pas où se trouve quelque chose, où est le camping, où est l'hôtel, pouvez-vous m'aider, pouvez-vous m'indiquer sur la carte. Donc je vous invite à revoir aussi l'ensemble de nos vidéos qui sont vraiment dédiées à ce genre de questionnement quand on est un touriste, hein, les phrases pour socialiser, les phrases également utiles pour le restaurant, également dans les transports. Donc là, on va voir quand même quelques questions vraiment très utiles, et ça va nous permettre de parler un petit peu de grammaire également pour les questions. On en a déjà parlé dans les diapositives précédentes en expliquant que c'était bien de mettre d'abord le verbe avant le sujet. Eh bien, on va continuer, et là, on va regarder également comment poser des questions un petit peu plus précises. On retrouve donc notre pouvez-vous, hein, puisqu'on demande un service, pouvez-vous me montrer sur la carte? Donc vous êtes un touriste, vous avez une carte, alors ça peut être également une carte, hein, sur votre téléphone, et vous voyez, comme on a dit, on pose une question, on demande un service, on met d'abord le verbe et ensuite le sujet, plutôt que dire est-ce que vous pouvez me montrer sur la carte, c'est trop long, soyez direct, pouvez-vous me montrer sur la carte, inversion sujet-verbe. Et je suis contente parce que j'ai retrouvé mon trait d'union entre le verbe et le sujet. Promis, je ferai une vidéo dessus, rappelez-moi si j'oublie. Mais en tout cas, mémorisez bien la structure de la question. D'abord le verbe, ensuite le sujet et enfin le reste de la phrase. Vous avez la traduction en anglais, donc je pense que c'est assez clair, hein. Donc pouvez-vous me montrer sur la carte? En fait, on veut que quelqu'un vous montre un lieu précis sur la carte. Alors ici, on va avoir vraiment une question très précise. Le camping est-il loin de l'arrêt de bus? Est-ce que le camping est loin de l'arrêt de bus?
Ici, vous voyez, j'ai fait une phrase plus naturelle quand je dis le camping est-il loin de l'arrêt de bus, mais je sais que certains sont des débutants et sont à l'aise en utilisant est-ce que. Là, de toute façon, vous avez une question précise qui va nécessiter du temps si la personne vous répond, donc n'essayez pas de capter forcément tout de suite l'attention, allez-y, vous avez une question précise et longue. Si vous avez envie d'être rassuré en utilisant est-ce que, pas de problème, même si moi je préfère l'inversion sujet-verbe, je préfère la phrase « Le camping est-il loin de l'arrêt de bus ?» Vous voyez, encore une fois, pour mémoriser au niveau grammaire comment on pose des questions. Mais bien sûr, si vous dites « Est-ce que le camping est loin de l'arrêt de bus ?», les gens vont comprendre et vous pouvez bien sûr personnaliser. Est-ce que le restaurant est loin de l'hôtel ? Est-ce que le restaurant est loin de la gare ? Est-ce que, on peut dire également « Le restaurant est-il loin de la gare ?» On va également, je pense, on va avoir ça dans le PDF pour les gens qui sont abonnés, mais si le sujet est féminin, on va pas dire est-il, mais est-elle. Par exemple, la boutique de fleurs est-elle loin de l'arrêt de bus ? Pour l'instant, mémorisez cette phrase basique avec un sujet masculin, et c'est vrai que je préfère quand il y a inversion sujet-verbe, mais quand il y a est-ce que, en fait, ça vous avez ensuite le reste avec le verbe après le sujet. Le camping est, voyez. Donc, c'est une phrase un peu compliquée pour les débutants, donc faites comme vous voulez, mais gardez dans un coin de vos têtes que inversion sujet-verbe, c'est très important pour poser des questions. Alors vous voyez ici, j'ai pris une question vraiment très spécifique, c'est « Pouvez-vous me montrer sur la carte où est le fleuriste ?» Donc ici, je mixe des questions sur où se trouve un lieu, un commerce, donc le fleuriste, et une demande spécifique, je veux que la personne me montre sur la carte. C'est une phrase que vous pouvez utiliser même si vous avez une carte sur votre téléphone, donc vous montrez votre map sur le téléphone, votre carte sur le téléphone, c'est exactement le même mot. Pouvez-vous me montrer sur la carte où est le fleuriste ? Donc après, c'est sûr qu'il va falloir comprendre les indications, mais c'est une phrase, à mon avis, qui est très utile et que vous pouvez personnaliser. Pouvez-vous me montrer sur la carte où est le restaurant ? Pouvez-vous me montrer sur la carte où est la gare ? Donc voilà, quand vous préparez votre séjour également, amusez-vous, une fois que vous avez un modèle, à le personnaliser, à le customiser, à essayer d'être un peu créatif en fonction des choses que vous allez avoir besoin. Par exemple, pouvez-vous me montrer sur la carte où est le château de Versailles ? C'est un peu plus loin que d'aller à pied chez le fleuriste, mais en même temps, c'est pour vous donner une idée du trajet que vous allez devoir prévoir. Et c'est toujours utile de savoir comment demander, on se sent ensuite beaucoup plus en confiance. À présent, nous allons parler du shopping, des achats. C'est quelque chose que l'on aime faire quand on est touriste ou même quand on est français et qu'on a envie des fois de se faire plaisir. Et donc ici, on va voir quelques phrases utiles, donc des phrases basiques. L'idée, c'est aussi de vous aider pour la prononciation et également de vous inspirer pour qu'ensuite vous puissiez personnaliser vos demandes et vos questions. Alors je suis désolée, j'ai presque une extinction de voix. Vous savez que je suis professeure dans la vie de tous les jours, j'enseigne en ligne et donc j'ai eu une grosse semaine, donc j'espère que vous entendez bien ma voix et que c'est clair. De toute façon, je vais rajouter des sous-titres pour la vidéo. Alors, combien ça coûte ? Une phrase qu'on dit souvent en voyage, lorsqu'on veut se renseigner sur le prix de quelque chose. Donc, vous voyez au niveau de la structure de la phrase, vous avez un mot interrogatif, ensuite le verbe et puis le reste de la phrase. On peut dire combien ça coûte ou quel est le prix. On peut également personnaliser quel est le prix de ce sac, quel est le prix de cette paire de chaussures. Vous pouvez bien sûr toujours personnaliser les exemples que je vous donne, mais là je vous donne les phrases de base, donc un peu les racines que vous pouvez ensuite customiser, personnaliser, combien ça coûte. Là par contre on laisse combien ça coûte, mais quand on a la phrase quel est le prix, on peut rajouter par exemple quel est le prix de ce sac, quel est le prix de cette robe, mais si vous ne savez pas si le mot est masculin ou féminin, vous pouvez très bien tout simplement en montrant l'objet demander combien ça coûte, quel est le prix et on vous comprendra complètement.
C'est donc exactement ce que je vous montre hein, dans cette diapositive. Vous voyez, combien ce sac coûte-t-il? Combien coûte ce sac? Quel est le prix de ce sac? Alors, vous avez vu 3 façons de dire la même chose. Et des fois un ordre des mots différent, tout simplement parce que on peut dégager, j'ai envie de dire, pourquoi je dis tout simplement, en fait on pose une question, donc j'ai voulu vous montrer vraiment des façons compréhensibles et sûres de demander le prix, et vous voyez que je mets à chaque fois en fait le verbe avant le sujet, donc coûte-t-il, combien coûte ce sac, quel est le prix de ce sac. Bien sûr, le plus simple pour certaines personnes, c'est combien coûte ce sac. Moi, je préfère bien sûr combien ce sac coûte-t-il, mais c'est vrai que c'est pas évident à maîtriser. Et j'aime bien aussi quel est le prix de ce sac. On emploie donc un pronom interrogatif, on a mis le verbe avant le reste de la phrase et je trouve que c'est donc très très bien. Donc voilà, des petits modèles. Comme je vous ai dit, on ne cherche pas à traduire littéralement. Si vous dites combien coûte ce sac ou quel est le prix de ce sac, c'est exactement la même valeur, il n'y a absolument aucun problème. Les 2 phrases sont autorisées et acceptables. Toujours dans notre série questions vraiment précises, quand la boulangerie est-elle ouverte? Alors là, c'est une question qui porte sur les horaires. On veut se renseigner avant de se déplacer et vous voyez que when, mot interrogatif en anglais, en français on dit quand. Alors je voudrais insister sur 2 choses. La lettre Q plus la lettre U, ça fait pas quand. Ça fait pas quand, c'est quand. Donc imaginez la lettre K pour vous rappeler. Donc Q plus U, vous produisez le son K. Ensuite, on ne prononce pas la dernière consonne. On ne dit pas quand, d'accord? On dit tout simplement quand. Quand la boulangerie est-elle ouverte? C'est une phrase très courte, c'est une question très courte avec inversion du sujet. Et là, on va vous comprendre. Alors, boulangerie, c'est féminin, donc ouverte. Vous voyez, il y a un E, donc là, je dis ouverte. S'il n'y avait pas de E, ça serait ouvert et ça marcherait pour un mot féminin. Quand le boucher est-il ouvert? Ici, c'est féminin, donc quand la boulangerie est-elle ouverte? Je dis ça pour les personnes qui apprennent le français et qui ont du mal avec la prononciation. Encore une fois, en anglais, vous prononcez les consonnes finales systématiquement. Ce n'est pas le cas en français puisque ouvert, c'est au masculin et ouverte, c'est au féminin. Donc ici, la boulangerie, c'est féminin, donc c'est normal que je dise ouverte. Et au niveau de la consonne, pour quand, je ne prononce pas la dernière consonne. Alors il y a des gens qui me disent oui, mais dans d'autres langues latines on prononce toutes les lettres. Et bien comme je vous l'ai dit et je milite vraiment pour ça, les langues sont différentes. C'est pas parce qu'en italien ou en portugais ou en espagnol on prononce d'une certaine manière que c'est valable également en français, même si nous appartenons à ce même groupe et que les gens ont parfois l'impression, parce qu'ils parlent une langue latine, qu'ils pourront prononcer de la même façon en français. Non, chaque langue a ses spécificités, ses difficultés. Et donc retenez bien, donc on prononce quand la boulangerie est-elle ouverte. Donc on ne prononce pas le D et Q plus U, ça fait donc le son que, donc quand. Voilà. Et je ne dis pas aussi, j'ai des élèves qui disent des fois boulangerier, parce que quand ils voient un E final, ils ont envie de dire et. Il n'y a pas d'accent sur le E, retenez donc qu'on ne dit pas et quand il n'y a pas d'accent sur le E, je dis ouverte, je dis pas ouverté. Et en plus, boulangerie qui est un E après le I, je ne prononce pas le E. Donc, quand la boulangerie est-elle ouverte? On va continuer avec nos questions précises. Cette fois-ci, on veut savoir si la boulangerie est ouverte à un moment donné de la journée, une journée et à un moment de cette journée en particulier. Alors bien sûr, comme c'est long, je vous autorise à utiliser est-ce que. Vous pouvez dire est-ce que la boulangerie est ouverte le dimanche après-midi ?
Mais c'est vrai que de manière plus courte, plus directe et en respectant la règle de l'inversion du sujet. La boulangerie est-elle ouverte le dimanche après-midi? Voilà, donc déjà c'est beaucoup plus facile pour la personne qui vous écoute parce que vous allez droit au but, c'est rapide. Et encore une fois, en plus ça vous permet de réviser de la grammaire, une jolie façon de faire les questions et de ne pas toujours utiliser est-ce que. Mais la boulangerie est-elle ouverte le dimanche après-midi? Vous voyez, c'est beaucoup plus naturel, les gens comprendront mieux, vont donc vous répondre plus facilement et vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise, aussi bien si vous voulez poser des questions pour parler avec des Français que tout simplement pour avoir une information utile pour vous pendant votre séjour. Alors ici un grand classique, je vous renvoie d'ailleurs aussi vers notre vidéo donc au restaurant, je vais mettre également le lien dans la description de cette vidéo. Une table est-elle libre? C'est possible de déjeuner. En fait, cette phrase Is it possible to have a table? Est-ce que c'est possible d'avoir une table? Ça sous-entend en fait on veut manger, donc on demande si la table est libre. Voilà pourquoi je n'ai pas traduit littéralement, parce que j'aimerais que dans votre communication, pour ne pas être freiné, essayez déjà de comprendre le message principal véhiculé par les mots. Si je demande une table, c'est pas pour faire une sieste, donc c'est bien parce que je veux déjeuner. Donc je peux très bien dire une table est-elle libre, ou tout simplement, et c'est ce que je préfère, je l'ai quand même mis entre parenthèses parce que parce qu'il n'y avait pas cette inversion sujet-verbe, c'est possible de déjeuner? Voilà, on aurait pu dire aussi, est-il possible de déjeuner? Encore une fois, je vous invite à personnaliser les phrases que je vous donne, à écouter comment les gens parlent autour de vous, à copier, mais également si vous préparez un examen, à être créatif et à essayer bien sûr de jouer avec la syntaxe, c'est-à-dire par exemple est-il possible de déjeuner? Ou avez-vous une table disponible? Vous voyez, c'est exactement la même chose. On demande au serveur s'il est possible de déjeuner et si on peut avoir une table. Bon, les personnes qui vont avoir le PDF sur mon site internet frenchdiscoveries.fr, je vais essayer de leur mettre des exercices avec justement des reformulations, puisqu'au fur et à mesure que je prépare cette vidéo, je me rends compte que c'est très important d'expliquer aux gens qu'il y a plusieurs façons de dire les choses. La langue française est une langue riche avec beaucoup de synonymes, mais si on apprend le français, gardez bien quand même en mémoire, je le répète encore une fois, mais la pédagogie c'est répété. Inversion sujet-verbe pour les questions, ça permet déjà à la personne de comprendre que vous posez une question parce que peut-être vous parlez mal, peut-être vous prononcez mal et il faut aussi que les Français qui vont vous répondre arrivent à identifier que vous posez une question. Donc voilà pourquoi je vous ai mis une table est-elle libre, donc on aurait pu lui mettre aussi de manière plus élaborée, serait-il possible de déjeuner ? Ou avez-vous une table tout simplement. Donc à vous aussi de personnaliser, mais en tout cas si vous préparez que vous êtes vraiment débutant, vous pouvez demander c'est possible de déjeuner, une table est-elle libre dans un restaurant, et là ensuite on va voir ce qu'on va nous répondre. Donc voici exactement ce qu'on va nous répondre quand on n'a pas fait de réservation dans un restaurant très recherché. Malheureusement nous sommes complets. Donc quand vous entendez cette phrase, ça veut dire qu'il n'y a pas de place. Mais parfois, les gens vont dire nous sommes complets pour aujourd'hui, nous sommes complets ce soir, nous sommes complets cet après-midi, nous sommes complets ce midi. Mais n'hésitez pas à poser une question pour savoir si une place se libère, par exemple dans la soirée. Faites des questions. Par exemple, si on vous répond malheureusement nous sommes complets, et ce soir, et demain. Vous voyez, ces deux mots, c'est très facile. Je vais le mettre dans le PDF pour les gens aussi qui ont besoin de relancer lorsqu'il y a un refus, comme ici, malheureusement, nous sommes complets. On va imaginer que vous avez eu de la chance et que vous avez pu avoir une table. Donc ici, on a une serveuse qui demande à une cliente « Que voulez-vous » Avez-vous fait votre choix? Donc la phrase « Avez-vous fait votre choix ?» c'est une phrase que vous allez souvent entendre de la part du serveur. Vous pouvez également répondre, vous voyez, si on change l'ordre du verbe et du sujet, « J'ai fait mon choix ». Si vous préparez votre séjour, entraînez-vous justement à connaître
alors je ne vais pas dire toutes les conjugaisons, mais à savoir par exemple si vous apprenez la question avez-vous fait votre choix, donc c'est vous avez fait votre choix à la forme affirmative, et donc apprenez par exemple j'ai fait mon choix, je voudrais commander s'il vous plaît. Donc ici on a une inversion du sujet et du verbe, et donc la serveuse demande si on est prêt à commander. Alors que voulez-vous, c'est beaucoup plus simple, mais c'est plutôt rare qu'on vous le dise parce que dans la restauration les gens vont être peut-être plus courtois que voulez-vous, vous voyez, c'est assez direct, mais si vraiment ils ne comprennent pas quand vous parlez, j'ai déjà eu des élèves qui ont eu des restaurateurs qui ont tout simplement simplifié pour pouvoir communiquer et qui ont dit que voulez-vous. Dans ces cas-là, c'est super facile, vous répondez je voudrais du poulet, je voudrais du riz, je voudrais ce plat. Vous voyez, donc on n'est pas obligé aussi de faire des phrases longues. Si vous avez peur de parler, pensez à faire des phrases courtes et encore une fois, comme je le dis, l'inversion du sujet et du verbe, ça va beaucoup vous aider. Toujours dans notre série questions précises, où puis-je acheter des fleurs? Alors ici, il y a une question sur la localisation de la fleuriste et il y a également un questionnement, donc où puis-je? Donc on a d'abord le verbe et ensuite le sujet, puis le reste de la phrase. On avait déjà vu puis-je avec puis-je vous aider? Donc ici je pose une question, donc c'est extrêmement poli, où puis-je acheter des fleurs? Où puis-je acheter un ticket de métro? Où puis-je acheter des billets pour la Tour Eiffel? Où puis-je acheter les billets pour le bateau-mouche? Vous voyez, vous pouvez déjà préparer vos petites phrases pour votre séjour en prenant ce modèle. Reprenons notre exemple du fleuriste, donc je cherche le fleuriste, où puis-je acheter des fleurs? Et la personne vous répond, vous pouvez acheter des fleurs chez le fleuriste. Si vous posez une question, puis-je acheter des fleurs chez le fleuriste? Donc ici, vous voyez la structure, elle est assez simple. Donc vous pouvez acheter de la viande chez le boucher, vous pouvez acheter du pain à la boulangerie. Il y a une petite nuance quand on dit chez le fleuriste et à la boulangerie. Il y a certains commerces qui sont donc traditionnellement liés à des professions. Donc on va dire par exemple chez le coiffeur, chez le boucher, chez le boulanger, chez le docteur. Et puis par contre on va dire au supermarché, à la cantine, donc à la crèmerie, donc mais on dira chez le crémier, on dira à la fromagerie, mais chez le fromager. Ça, c'est l'objet d'une autre leçon. Juste retenez quand donc tout ce qui va être fleuriste, boucher, poissonnier, boulanger, vous allez dire chez le fleuriste, chez le boucher, chez le poissonnier. Et vous voyez, la phrase est très simple, sujet, verbe, complément. Vous pouvez acheter des fleurs chez le fleuriste, tout simplement. Donc, inspirez-vous de ces phrases également pour essayer de reconnaître des petits morceaux de conversation. Généralement, quand les gens vont vous répondre, quand vous posez une question, c'est très rare qu'ils fassent une phrase très compliquée. Donc, si vous dites « Où puis-je acheter des fleurs ?» il est fort probable que la personne même vous réponde chez le fleuriste directement, ou qu'elle reprenne vos mots « Vous pouvez acheter des fleurs chez le fleuriste ». Alors, je suis bien consciente que ça va un peu vite quand on apprend le français, donc je vous ai mis ce que je viens de vous dire précédemment. Vous pouvez acheter du pain chez le boulanger, vous pouvez acheter de la viande chez le boucher, vous pouvez acheter du poisson chez le poissonnier. Alors, pour ceux qui veulent savoir pourquoi on dit du et des fois on dit de la, on dit du, c'est un article partitif devant un nom masculin, et de la devant un nom féminin. Donc la viande, donc chez le boucher, on peut acheter de la viande. Du pain, pain est masculin, donc chez le boulanger, on peut acheter du pain. J'ai sur la chaîne une vidéo sur les articles partitifs. Ici, j'ai pas mis le pluriel, on l'a vu précédemment. Chez le fleuriste, vous pouvez acheter des fleurs. Donc lorsqu'il y a un pluriel, c'est des. Lorsque c'est masculin, c'est du. Et lorsque c'est féminin, c'est de la.
Alors on continue, voyez, vous pouvez acheter des fruits et des légumes chez le primeur. Alors le primeur, c'est la boutique qui vend des fruits et des légumes. Bien sûr, on peut acheter des fruits et des légumes sur le marché, mais on peut aussi acheter des fruits et des légumes dans une boutique en dehors des jours de marché, et cette boutique s'appelle le primeur. Et donc voilà, je vous conseille de fréquenter ces commerces, c'est très sain avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, notamment de saison. À la pharmacie, vous pouvez acheter des sirops, des pilules et des médicaments. J'ai mis quelques traductions, bien sûr, le vocabulaire de la pharmacie. Je vous invite fortement, si vous prévoyez de venir en France, de prévoir en fait des phrases traduites au cas où vous auriez un souci, une allergie, quelque chose à expliquer à un pharmacien ou à un médecin. Bien sûr, de nos jours, on peut utiliser beaucoup d'outils technologiques et beaucoup de gens parlent anglais, mais si vous êtes dans une autre langue et si vous pensez avoir des difficultés à accéder à des traducteurs automatiques, pensez à préparer un petit carnet, et même pour vous, pour savoir comment prononcer des choses, pour le vocabulaire, et vous pourrez même profiter de votre séjour en France pour demander auprès des Français si vous prononcez bien. Donc n'hésitez pas, je veux dire, à faire aussi un travail en amont, à préparer quelques phrases type afin d'essayer de communiquer avec les personnes, mais aussi pour vous protéger si vous avez des besoins particuliers, d'être capable d'expliquer par exemple que vous êtes allergique à tel ou tel produit, ou que vous avez besoin d'un sirop pour la toux par exemple. Je tousse, j'ai besoin d'un sirop. Vous voyez, c'est très simple. Pensez à le préparer. Je vous ferai également d'autres phrases utiles sur ce thème-là, mais pour le moment, en tout cas, on reste sur ce qu'on peut acheter à la pharmacie, et généralement, bon, je vous rassure, il y a beaucoup de gens qui parlent en anglais à la pharmacie. À présent, nous allons passer à la partie exercice, posons des questions. Depuis le début de cette vidéo, je vous dis entraînez-vous, posez-vous des questions, mais je sais que les gens ont besoin d'avoir des modèles et des incitations. Donc comment va fonctionner cette partie? Tout simplement, vous allez avoir donc une image avec des questions en anglais, et il va falloir les traduire en français. Comme ça vous permet de réviser ce que nous avons vu, surtout pour ceux qui ont pris des notes. J'ai certains élèves qui regardent mes vidéos qui me disent qu'ils prennent des notes. Donc voilà, ça va être l'occasion de faire quelques mises en pratique, mais bien sûr, en guise de devoir, vous pouvez bien sûr pour chaque situation adapter à vos besoins et demandes personnelles. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cette leçon. Maintenant, passons à la phase questions. Et toutes les réponses, vous les trouvez dans la vidéo. Merci pour votre écoute. On ne quitte pas la vidéo, on continue avec une partie exercice.